Merci de vous asseoir confortablement. J'espère qu'il y a assez de chaises, sinon on en rajoutera. Nous sommes heureux de vous recevoir dans un contexte qui démontre plus que jamais que réunir des gens de bonne volonté qui aspirent à réfléchir, promouvoir des idées pour l'intérêt général, le temps long et réunir les aspirants à la démocratie et à l'idée républicaine est réellement précieuse. C'est l'idée de ces 3 jours que nous vous proposons de débats, d'ateliers, d'échanges. Et pour commencer ces premiers travaux, vous avez eu l'opportunité ou de recevoir ou de regarder les programmes qui vous sont distribués à l'entrée. Eh bien, j'appelle Jean-Michel Blanquer, le président fondateur du Laboratoire de la République, de façon à inaugurer cette 2e université d'été. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je vous rassure, cette introduction va être la plus brève de l'histoire d'une conférence, puisque nous ferons une autre ouverture dans un instant, mais nous souhaitions avoir la possibilité de réunir ce matin à la fois Bruno Retailleau et Jérôme Gage, avec notre ami Rachel Binas, journaliste à Marianne, de façon à ce que nous puissions tout de suite réussir à avoir un thème républicain pour introduire ces journées. Je remercierai tout à l'heure tous ceux grâce à qui ces journées peuvent se tenir. Merci à vous toutes et à vous tous d'être là. Merci à vous toutes et à vous tous pour cette organisation. Et je voudrais très sincèrement remercier Bruno Retailleau et Jérôme Gage d'avoir accepté ce débat, qui va être extrêmement intéressant, d'autant plus intéressant que nous savons quel est le contexte aujourd'hui. Il va donc être question des réussites et des échecs des politiques d'intégration et de la panne de l'intégration. C'est le thème qui est prévu avant tout ce que nous allons dire sur les réalités locales cet après-midi. Mais évidemment, comme vous le souhaitez tous, j'imagine, il y aura aussi un premier temps sur le contexte politique et la manière de sortir de l'impasse dans laquelle se trouve le pays. Donc sans plus attendre, je les appelle sur l'estrade et je les remercie très vivement d'avoir accepté. Merci beaucoup. Bienvenue à ce premier débat qui inaugure cette 2e édition des universités 2025 du Laboratoire de la République. Et merci à tous d'être venus si nombreux. Nous allons inaugurer donc ce long week-end par un débat autour d'un sujet particulièrement brûlant, celui de l'intégration en France. Vous l'avez vu, nous avons réussi à réunir 2 personnalités particulièrement engagées, qu'on ne présente plus, mais je vais quand même le faire de manière plus ou moins protocolaire. D'abord, Bruno Retailleau, vous êtes ministre de l'Intérieur depuis bientôt 1 an, président des Républicains, et vous avez été sénateur de la Vendée pendant plus de 20 ans. Jérôme Gage, député socialiste de l'Essonne depuis 2022, ancien secrétaire national du PS à la laïcité, et ça sera important dans l'échange que nous allons avoir. Et nous vous proposons pendant près d'1 heure de plancher autour de cette question, la France et la panne de l'intégration. Alors, vous l'avez vu dans le programme, il y a un point d'interrogation. On verra d'ailleurs dans quelle mesure ce point d'interrogation est pertinent. On pourra revenir dessus. Parce que les grandes formations politiques s'accordent à dire aujourd'hui que l'intégration est freinée. C'est une question qui est devenue essentielle au fur et à mesure que la question migratoire s'est imposée dans notre société. Il n'y a
aujourd'hui jamais eu en France autant d'immigrés en proportion de la population totale de la France, et avec une accélération depuis le début du siècle. À cela s'ajoutent les écarts culturels entre pays d'origine et pays d'accueil qui se creusent. Je vous renvoie d'ailleurs, j'en profite pour une petite parenthèse, une petite note de bas de page pour vous informer que demain se tiendra un atelier à 13h30 autour des questions d'immigration, justement, animé par le directeur de l'OFII, Didier Lesky. Donc, dans ce contexte, une question qui s'impose: pourquoi l'intégration est devenue un thème central du débat public? Êtes-vous d'accord, d'ailleurs, sur l'idée qu'il ne s'agit pas simplement un sentiment de panne d'intégration? Et puis, quels leviers, quelles mesures on peut prendre? Le contexte politique s'impose à nous. Avant d'aborder toutes ces questions extrêmement riches, je vous propose à chacun, si vous le souhaitez, une petite réflexion sur la situation politique qui est la nôtre. La rentrée est particulièrement mouvementée. Et je vous propose peut-être, voilà, tout simplement de vous exprimer autour de ce qui ressemble, alors peut-être que je me trompe, mais à une espèce de crise de régime. Est-ce que les républicains que vous êtes, est-ce que vous voyez encore une possibilité d'alliance, de négociation, de coopération dans l'intérêt, bien sûr, de la France et des Français? Bien, bonjour à Jérôme, à Jean-Michel Blanquer, à beaucoup d'amis qui sont dans cette salle, anciens ministres, Juliette, bien sûr, et puis députés, sénateurs qui sont des amis, le président du département aussi, André. La question n'est pas celle de l'intégration, là, c'est celle de l'intégration des forces politiques pour essayer d'éviter le chaos, d'éviter le pire. J'ai une différence avec votre propos. Je ne pense pas qu'on soit dans une crise de... Je pense que nous sommes plutôt dans une crise politique. J'ai depuis des années contesté l'idée de la tripartition de la vie politique française, c'est-à-dire autour d'un bloc central et de deux ailes radicales. Je pense que cette tripartition n'est pas saine ni pour la Ve République, parce qu'elle a installé le fait minoritaire dans la Ve République, alors que la Ve République est faite pour le fait majoritaire. Et je pense que, évidemment, la démocratie étant une possibilité d'alternance, la seule possibilité d'alternance quand vous avez une tripartition, ce sont des alternances radicales, que ce soit à gauche avec les Insoumis ou que ce soit à droite avec le Rassemblement national. Aujourd'hui, pas plus que je n'avais prévu la dissolution, je n'avais imaginé la décision du Premier ministre, la codécision du Premier ministre et du Président de la République, puisque il faut que le Premier ministre demande la confiance, mais en même temps, il faut que le Président de la République convoque évidemment le Parlement, et notamment l'Assemblée nationale, en session extraordinaire. Aujourd'hui, je pense que l'heure est grave, on le sent bien. Jamais la France n'a été autant au bord du gouffre financier. Regardez ce qui s'est passé pour celles et ceux qui ont un peu d'accointance économique sur les marchés financiers. Très longtemps, depuis des semaines désormais, les taux français auxquels on emprunte les emprunts donc pour la dette publique, les OAT, on a atteint 3,5, mais c'est supérieur au taux espagnol, au taux portugais, même au taux grec. Et sans doute aujourd'hui ou demain, nous serons supérieurs au taux italien. Déjà l'an dernier, en 2024, le record du déficit, c'est la France. Donc c'est une situation dans laquelle on ne peut pas tenir, et qu'à chaque fois qu'on ajoute de l'incertitude, on ajoute des coûts, puisqu'il y a un prix en termes financiers de l'incertitude. 54% de notre dette, 54% de la dette est dans des mains étrangères, et il n'en va pas seulement d'un problème de comptabilité, mais simplement d'un problème d'indépendance, de souveraineté, bien entendu. Et Napoléon avait cette phrase qui est très juste, celui qui donne de l'argent à la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Donc aujourd'hui, il y a une situation qui peut être une situation de crise financière, ça peut aller très vite. Dans chacune des crises, ce ne sont pas les plus riches qui gagnent,
Ce sont les plus pauvres qui trinquent. Voilà. Et donc ça exige de la part notamment des partis de gouvernement de prendre sa responsabilité. Et il est évident, vous comprenez que quand on dit à des députés de droite ou des militants de droite, il faut donner la confiance à François Bayrou, premier geste, c'est pas vraiment naturel, voyez. Si ce n'est que là, il ne s'agit pas d'un référendum, il va s'agir du partage du diagnostic. Oui ou non, sommes-nous d'accord sur un diagnostic, sur le redressement des finances publiques, sur le fait que l'État dépense 1,50 € quand il reçoit 1 €. Voilà, la situation ne va pas continuer très longtemps. Je pense que nous, la droite républicaine, nous devons être dans une question de cohérence et de constance. Constante parce que je me souviens quand François Fillon, quelques mois après qu'il ait été désigné par Nicolas Sarkozy Premier ministre, avait parlé d'un État en faillite. Constance parce que notre discours, dans les faits, on n'a pas toujours fait au mieux, mais dans notre discours, le sérieux budgétaire a toujours été une ligne précisément constante. Et cohérence parce que si nous sommes rentrés au gouvernement il y a 1 an, c'était certainement pas comme un acte d'adhésion ni à Emmanuel Macron ni à je ne sais qui, c'était pour éviter le pire. Éviter le pire, c'était le chaos. Éviter le pire, pardon pour Jérôme, il me comprendra, c'était d'éviter une gauche mélenchonisée au pouvoir. Parce que c'était ça, à l'époque, une tutelle des insoumis sur la gauche, à travers le NFP. Donc ces conditions-là, nous les avions à l'époque réunies pour entrer au gouvernement. Et dans la table, autour de la table, Juliette et moi, nous n'avons pas exactement le même parcours, ni la même sensibilité. Mais on aime notre pays. Moi, je suis un patriote. Et je veux éviter le pire, évidemment, à mon pays. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le député. D'abord, je veux vraiment remercier Jean-Michel Blanquer pour cette invitation. Moi, j'ai toujours plaisir, parce qu'on m'a forcément un peu interpellé en me disant « mais qu'est-ce que tu vas faire dans ce type de débat ?» Je suis un partisan et un défenseur de la dispute apaisée que je considère être le mode. C'est mieux comme ça ? Je vais pousser la voix. Je veux parler de la dispute apaisée qui est ma définition du débat politique entre démocrates, entre républicains. Et ce n'est un scoop pour personne que je ne partage guère les combats de Bruno Retailleau, que nous avons peut-être en partage l'idée, il l'a un peu esquissé, que, ça fait le lien avec la question qui est posée, que ce pays se porterait, j'en suis convaincu, bien mieux avec la réhabilitation, qui n'est pas une nostalgie d'un clivage gauche-droite, qui est celui d'une droite républicaine, et par parallèle d'une gauche républicaine, et que donc des endroits comme celui-ci où nous sommes capables de débattre et d'échanger me vont parfaitement, et j'anticipe les lazis et les colibés qui me seront adressés pour me prêter à cet exercice, mais je le crois en temps normal absolument nécessaire, parce que c'est de la grande confusion que nous avons vécue ces dernières années, en tous les cas de l'intention de la confusion qu'ont pu naître des démons de part et d'autre de l'échiquier politique, et que ça suppose que chacun affirme son identité politique, et rien de mieux, comme le disait Montaigne, que de se limer la cervelle dans le débat, la dispute, la confrontation. Et ces trois termes ne sont pas orthogonaux avec la période que nous vivons. Alors, puisque la question est quel est le sentiment sur ce contexte politique, d'où je parle. Je parle d'un socialiste qui a fait confiance à François Bayrou et qui aujourd'hui n'a plus confiance dans François Bayrou. Il a fait confiance parce que nous avons pris notre responsabilité au début de l'année, et après la censure de Michel Barnier, qui avait fait un choix autre et pour le coup contradictoire avec le sens des élections de juillet 2024. Et nous avons fait confiance à la fois par responsabilité, par intérêt supérieur du pays, et aussi parce que nous avions eu le sentiment de pouvoir arracher, négocier un certain nombre de points qui nous tenaient à cœur dans la construction de ce budget. Le drame est que, à l'issue de cette séquence, l'esprit de ce qui aurait pu être une forme de compromis travaillé dans la durée ne s'est pas prolongé, et le paroxysme
de cet éloignement a été la présentation unilatérale, non concertée, peut-être même pas avec les ministres concernés, du plan présenté le 15 juillet dernier. Donc je ne vais pas refaire l'historique parce que c'est une guérilla peut-être puérile d'essayer de se renvoyer la responsabilité de la situation dans laquelle nous sommes, mais dans l'esprit de ce qui se débat et de ce qui va se dire dans les 2 jours et demi ou les 3 jours ici, la question qui va se poser dans les jours qui viennent, après la probable chute du gouvernement de François Bayrou, c'est est-on capable de refaire ce qui n'a pas été fait, de faire mieux ce qui n'a pas été fait dans les 8 ou 9 derniers mois qui se sont écoulés. C'est-à-dire de pouvoir identifier ceux des sujets, à commencer par les sujets budgétaires et fiscaux, puisque c'est sur le budget que les choses vont achoper, qui permettent de construire le compromis. Et le compromis, c'est par définition coûteux pour les uns et pour les autres. C'est-à-dire que chacun renonce à des éléments de son identité ou à la globalité de ce qu'il voudrait défendre et construit justement cette convergence. C'est un défi, encore une fois. L'expérience malheureuse que nous venons de vivre abîme la possibilité de le faire, mais moi, en tous les cas, je le défendrai bec et ongle, pour une simple raison, parce que c'est le seul chemin praticable. Ni celui de la dissolution, après la dissolution hasardeuse et narcissique de l'année dernière, ni celui de la destitution ou démission réclamée par tel ou tel ne me paraissent des chemins praticables. Donc c'est un scénario dégradé, c'est un scénario par défaut, mais parfois nous sommes contraints de nous y résoudre. Et pour cela, moi je voudrais qu'on retrouve le chemin du compromis, ce qui est d'abord celui d'une méthode. Et l'échec de François Bayrou est d'abord avant tout l'échec d'une méthode, je l'ai mentionné à l'instant, l'impossibilité de préparer ce qui était pourtant prévisible, à savoir la préparation de ce budget. Ça suppose de mettre sur la table les uns et les autres les propositions que nous avons et de le faire dans un délai qui sera ramassé. Et de construire aussi une perspective qui nous amène jusqu'à l'élection présidentielle de 2027. Je ne suis pas un turiféraire des institutions de la Ve République, c'est peut-être une différence avec Bruno Retailleau, mais ce sont celles, je suis un républicain légaliste, ce sont celles qui s'appliquent. Donc, sans céder au crétinisme présidentiel, le rendez-vous démocratique qui permettra la véritable clarification, ça doit être l'élection présidentielle de 2027. Et d'ici là, il faut à la fois une stabilité et il faut répondre à l'urgence du moment qui est celle du redressement des comptes publics, parce que sur le diagnostic, nous le partageons. Nous avons des désaccords sur l'ampleur et sur la gravité. Personne, je ne suis pas dans le déni. Là où nous divergeons, c'est sur les réponses à apporter. Et ça suppose que chacun fasse sa part d'effort. Et je ne peux pas résister à la tentation d'interpeller le président des Républicains. Le redressement que nous appelons de nos voeux, en tous les cas à gauche et chez les socialistes, c'est un redressement dans la justice. Le débat de la justice fiscale va être crucial. C'est celui qui explique que le plan présenté par François Bayrou, que nous trouvons exagérément déséquilibré, n'a pas pu recueillir le début de commencement d'une négociation parce qu'il partait de positions tellement éloignées, refusant notamment ce redressement dans la justice et notamment la justice fiscale et un effort demandé à ceux qui ont peut-être plus de marge de manœuvre pour le faire. Juste avant d'arriver, je termine par là, je lisais un sondage, monsieur le ministre, ou monsieur le président des Républicains. Vous savez qu'au printemps, nous avons réussi à faire voter en première lecture la taxe Zuckman, une taxe pour mettre à contribution les ménages les plus importants, avec 100 millions de patrimoine détenus, avec un rendement extrêmement important. Et un sondage qui vient d'être publié indique que 77% des Français sont favorables à cette réforme. Et plus intéressant, par famille politique, 71% des sympathisants des Républicains considèrent que c'est une mesure qui devrait être mise sur la table. Et donc vous voyez, s'il y a cette lucidité, y compris parmi les sympathisants, les électeurs, voire les militants des Républicains, pourquoi se retrouve-t-on avec un décalage d'acteurs qui restent cramponnés sur des postures? Moi, je suis pour me départir des postures, y compris des postures à gauche, qui nous enferment dans un campisme stérile. Et donc, le défi auquel on va être confronté, c'est est-ce que des républicains sincères, animés par l'intérêt du pays, mais aussi par la capacité de faire des compromis, et donc, le pendant, c'est qu'à gauche, vous nous poserez la question de savoir de quel type d'économie nous sommes prêts à faire. Et je pense que nous pouvons faire des économies d'optimisation, de rationalisation de la dépense publique. Mais pour ça, il faut sortir de cette espèce de totem absolu qui consiste à ne pas remettre en cause la totalité de la politique fiscale qui a été conduite ces dernières années par Emmanuel Macron.
Si nous ne réussissons pas ce défi, alors on va au-devant de grandes difficultés. Mais épargnons-nous l'argument du chaos et du chantage, parce que la responsabilité, elle est d'abord à ceux qui exercent les responsabilités. Voilà. Et François Bayrou, pour le coup, doit prendre sa part de responsabilité. Moi, je me tourne vers l'avenir. Je pense qu'il y a un chemin et qui passe par la dispute, la discussion, le débat, la confrontation, dans un parlementarisme renouvelé, peut-être en se départissant aussi de ce jupitérisme qui jusque-là était à l'Élysée et qui s'est prolongé du côté de Matignon. Voilà. Merci. Alors, M. Gage, comme vous avez été un tout petit peu long, il n'y a aucun problème, Vous avez bien raison. Monsieur le ministre a le droit à un petit temps de parole supplémentaire. Non, et on conclura là-dessus avant de passer très au vite, sujet. Deux choses. Je pense que le clivage droite-gauche n'est pas suranné. Je pense que ça n'est pas de faire preuve de nostalgie que d'appeler à le revigorer, parce que je pense que la gauche et la droite ont parfois oublié leurs fondamentaux et leurs convictions. Je pense que ce clivage, il est naturel, il correspond à des caractères, des histoires, des sensibilités. Je pense qu'il est natif depuis la Révolution française, un parti de l'égalité, un parti de liberté, de l'autorité. Et enfin, je pense que quand vous n'avez pas un vrai clivage, c'est-à-dire au sens politique, ce clivage se déplace sur d'autres critères. Citadins, ruraux et beaucoup de diplômés, non diplômés. Et on déplace ce critère non pas sur ce que je crois politiquement, mais sur ce que je suis fondamentalement. Et cela, cette dérive-là, elle est dangereuse. Et je pense que précisément, ce clivage droite-gauche permet d'aborder dans une société polarisée, dans une société qui se radicalise, par la politique, dont la fonction depuis les Grecs, dans la démocratie notamment, c'est de traiter les différends dans la paix civile. Je pense que ce clivage, il est plutôt sain parce qu'il est apaisant en déportant le différent précisément dans cette dimension politique. Et puis enfin, Zucman, j'espère que la France naisse. Alors si on veut très franchement atteindre l'économie française, il faut voter attaque Zucman. Je pense qu'il peut y avoir des mécanismes anti-optimisation. Mais là où je rejoins Jérôme Gage, je l'ai dit au Premier ministre dès le premier jour, c'est que celle que j'appelle la France des honnêtes gens qui cotisent, qui travaillent, etc., qui ne fait pas de bruit, parce que c'est pas qu'elle n'a rien à dire, c'est que les hommes et les femmes politiques souvent n'en ont rien à faire. C'est ce que j'appelle la majorité silencieuse. Elle a un sentiment d'injustice. Il faut pas, c'est Nicolas qui paye, toujours. Il ne faut pas que les mêmes, aient le sentiment de toujours être appelés à donner leur écho. Je pense que si on va, c'est la transition avec notre sujet, si on doit toucher les franchises médicales, mais on doit aussi remettre en question un certain nombre, comment dirais-je, par exemple sur l'AME, ne pas la supprimer, mais au moins la modifier. Si vous dites ce sera seulement ceux qui travaillent qui vont trinquer, ceux qui cotisent qui vont trinquer, et ceux qui ne cotisent pas, qui ne travaillent pas, là on ne bouge rien, ce sera une révolte. La justice, elle est justice fiscale, mais elle est la justice aussi pour ceux et celles qui travaillent et ceux et celles qui ne travaillent pas. Je pense que les 2 jours de congé, c'était une erreur, je l'ai dit depuis le départ. Je ferai des propositions dans quelques heures sur, comment dirais-je, une conception qui nous permet de travailler plus, mais en même temps de faire en sorte qu'en travaillant plus, on puisse gagner plus. Voilà, à partir d'un seuil charge zéro. Je m'en expliquerai aux universités du MEDEF tout à l'heure. Mais ce sentiment, là où je suis d'accord, c'est qu'on ne peut appeler les Français à l'effort qu'à la condition qu'ils aient le sentiment qu'il y ait une forme de justice dans toutes les dimensions. Merci. Merci à tous les deux d'avoir accepté de commenter cette zone de violence que nous traversons. Je vois que les micros sont capricieux. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec un petit exercice à chacun, une question introductive, préliminaire. On va dire en 5 minutes. Hein. L'idée, c'est pas de disserter, mais d'apporter quelques éléments. À chacun, une question personnelle. C'est une question qui renvoie à votre propre camp politique, hein, de manière large. Qu'est-ce qui, en matière d'intégration, qu'est-ce que votre camp politique n'a pas su voir ou n'a pas su faire lorsqu'on évoque cette question de la panne d'intégration? Si vous avez une petite analyse autocritique de votre famille politique,
à quel moment et sur quel point ça a dérapé, ça n'a pas fonctionné. Jérôme Guedj. C'est à tour de rôle. Je pense d'abord que c'est une faillite collective. Alors bien sûr, il y a des éléments... Enfin, c'est une faillite. D'abord, je vais relativiser, parce que vous posiez la question du point d'interrogation. Je ne voudrais pas que nous ne regardions que les trains qui arrivent en retard, même si c'est ce qui nous est arrivé ce matin pour tous ceux qui arrivaient par le train de 7h52. Il y a des grandes réussites de l'intégration dans ce pays. Il y a des grandes réussites de l'intégration. On aura l'occasion d'y revenir. Non, mais parce que le discours anxiogène d'entrée sur ces enjeux-là balise un petit peu la manière d'aborder le sujet. Franchement, ce n'était pas l'esprit de ma question, voilà. Vraiment pas. Et pour répondre à la question, la faillite, elle est collectivement, pour tous les gouvernements qui se sont succédés, de ne pas avoir pris la mesure que cet enjeu de l'intégration, c'est d'abord un enjeu de construction de politique publique d'intégration. C'est-à-dire que ce n'est pas un discours incantatoire, ce sont des leviers de politique publique avec plusieurs instruments que nous n'avons pas été capables de construire dans la durée ou de consolider dans la durée. Qu'il s'agisse de l'accueil des primo-arrivants et donc de l'intégration des primo-arrivants, en lien évidemment, c'est le plus proche, avec la politique d'immigration, je pense qu'il y a là des éléments qui ont fait défaut. Je lisais en préparation de ces débats des comparaisons de pays à pays. Sur les primo-arrivants, la France dépense 250 millions d'euros par an pour les programmes d'alphabétisation et d'apprentissage du français. L'Allemagne, c'est 1 milliard d'euros. Et on est sur ce ratio 3 à 4 fois plus important sur l'effort des politiques publiques d'intégration, qu'il s'agisse de l'accompagnement dans la recherche d'emploi ou la formation, sur l'absence d'utilisation des leviers des politiques du logement concentré sur le logement d'urgence, mais Didier Lesky en parlera probablement mieux que moi demain. Donc on n'a pas une politique d'intégration sur les primo-arrivants consolidée et construite dans la durée. Et puis s'agissant de l'intégration pour celles et ceux issus de l'immigration, pour une grande partie, enfin, pour une partie significative d'entre eux devenus français, mais pour d'autres conservant leur nationalité d'origine, eh bien, on a sur des piliers qui sont pour moi ceux de cette politique d'intégration, des faiblesses qui sont restées systémiques. Je livre 3 thèmes avant de les développer probablement plus tard. C'est d'abord le droit commun, c'est-à-dire toutes les politiques de droit commun à destination de l'ensemble de la population, quand on est sur des territoires où vont se concentrer les populations étrangères ou d'origine étrangère, c'est-à-dire la ghettoisation et la spatialisation de la concentration des personnes immigrées dans notre pays, sur des territoires qui vont vivre, y compris la crise des services publics, de l'école, de la politique de l'emploi, de la santé, de la formation. Alors on augmente les difficultés. Donc il y a d'abord un sujet qui est le droit commun des services publics comme correcteur des inégalités. Et là, on tombe probablement dans une discussion droite-gauche assez classique parce que ça renvoie à nouveau au financement de ces services publics. Deuxième sujet sur lequel je souhaiterais qu'on puisse revenir parce que dès l'instant où on parle d'une politique d'intégration plutôt que d'une politique d'assimilation, je sais que le débat peut exister, ça dit que c'est un effort partagé de l'immigré qui arrive dans le pays, mais de la société qui l'accueille. C'est ça la nuance la différence significative entre le concept d'assimilation qui dit que l'effort incombe exclusivement à l'étranger, alors que la logique d'intégration qui est de dire, eh bien, il va y avoir un effort partagé. Et dans l'effort partagé, un des autres piliers qui manque significativement pour une intégration durable à des personnes à qui on dit jouez le jeu de la promesse républicaine, intégrez-vous dans le creuset républicain, c'est la question des discriminations. L'absence, et je le dis droite-gauche confondue, l'absence de politique durable de lutte contre les discriminations, pour crédibiliser précisément la promesse républicaine, constitue pour moi quelque chose qui abîme cette intégration. Et elles sont massives, on y reviendra, à l'emploi, au logement et sur toute une série de sujets. Et troisième pilier sur lequel je souhaiterais qu'on puisse revenir, parce que cette question de l'intégration, elle renvoie aussi aux différences culturelles, c'est le talisman auquel je sais que vous êtes tous attachés et ici, qui est la question de la laïcité. Voilà. L'absence de politique publique de la laïcité dans ce pays, menée depuis des années autrement que des effets de tribune et l'instrumentalisation de la notion de laïcité
dans le débat politique, au lieu de dire c'est une politique publique. Je ferai quelques propositions un petit peu plus tard. Et sur ces 3 sujets, je pense que gauche et droite, que ce soit sur la politique d'intégration des primo-arrivants, que ce soit sur la lutte contre les discriminations, que ce soit sur la laïcité et sur la dévolution de moyens suffisants aux services publics dans les territoires où se concentrent des populations d'origine étrangère, explique ce qui peut apparaître comme une panne d'intégration problématique. Merci. On aura l'occasion. Merci, Monsieur le Ministre. On aura l'occasion de revenir sur intégration-assimilation. Notons que, parce que ce n'est pas connu de tous, mais que l'assimilation est une condition pour l'obtention de la nationalité. En tout cas, c'est écrit tel quel dans le Code civil. Même question, même exercice. Qu'est-ce qui, dans votre famille politique, à un moment, n'a pas été vu? À quel moment, peut-être, un rendez-vous a été manqué en termes d'intégration? Bien sûr qu'il y a une responsabilité qui est partagée. Je vais caricaturer. De loin, vis-à-vis de la gauche, je trouve que l'immigré s'est substitué à la figure du prolétaire. Il y a eu une sorte de cristallisation idéologique autour de cette figure de la rédemption. Je l'observe encore d'ailleurs dans les débats à l'Assemblée, les derniers débats qui ont porté sur un texte dont il était question avec le Conseil constitutionnel cet été. Du côté de la droite, il y a eu, comment dirais-je, une pression souvent du patronat qui lui considérait que, en réalité, les peuples, les populations, la main-d'œuvre étaient interchangeables. Il n'y avait pas d'attache culturelle, qu'on devait faire disparaître les frontières et que finalement, c'est seul le bien d'économie qui pouvait compter, alors même que quand on déracine des familles, des gens, on crée souvent des traumatismes. Donc on a eu 2 attitudes très différentes. Y a-t-il crise de l'intégration en France? Je parle de crise plus que de panne. Bien sûr. Je vais même au-delà de ce que vous avez dit sur votre constat. Quand on est au début du mois d'octobre 2001, le match France-Algérie, la Marseillaise qui est sifflée, et Thierry Henry, le capitaine de l'équipe de France, dit « Ce soir, on a joué à l'extérieur ». Et pourtant, on est en Île-de-France, c'est l'équipe de France, et c'est le Stade de France. Ça veut dire qu'au-delà des nouveaux venus, on sent qu'il y a des générations qui peuvent lâcher. Il y a une sorte de processus de désaffiliation d'un certain nombre de populations, d'individus vis-à-vis de la France. C'est pour ça que je parle de crise, parce que c'est beaucoup plus grave, à mon goût, que ce que l'on pourrait penser. Je pense, moi, qu'on n'a pas bien vu, pas bien analysé sans doute que cette crise de l'intégration naît d'une conjonction à la fois pour un bouleversement démographique, et conjonction aussi bien d'un renversement civique, bouleversement démographique, parce que la question d'intégration, pardon de le dire, c'est une question aussi de nombre. C'est plus facile d'intégrer des petits nombres que des très grands nombres. On est à peu près à 1 demi-million aujourd'hui d'étrangers accueillis par an. Vous avez indiqué que jamais il y a eu autant d'étrangers en France, 7% en 2000 et aujourd'hui à peu près 11%. On peut se battre sur les chiffres à 1% près, mais guère plus. On en est là. Et le problème chez nous, c'est qu'on n'a pas su faire, pour plein de raisons, c'est pas seulement pour des raisons politiques d'ailleurs, on n'a pas su avoir une immigration choisie, ce qui fait qu'on a l'immigration démographiquement la plus concentrée sur le continent africain, 1 sur 2, elle n'est pas suffisamment diversifiée. Et ça suscite, parce que c'est humain de vouloir se regrouper dans des communautés, le ghetto, ça suscite des ghettos. Et en plus, on a l'immigration qui est la moins qualifiée d'Europe. À peu près 1 étranger sur 2, pas à un niveau primaire et au plus, vraiment au plus, BEP, ce qui les enferme dans la pauvreté, 31-32%, ce qui les enferme dans le chômage. Le double chômage touche 2 fois plus les étrangers. Je ne parle pas des étrangers en situation irrégulière, mais les étrangers en situation régulière que les nationaux. Donc un bouleversement démographique, mal orienté en plus, mal dirigé, la quantité nous a échappé, mais la provenance géographique, mais aussi la qualification. Voilà, et ce que je dis ici, on pourrait le redire sur les étudiants qu'on accueille aujourd'hui, on devrait être beaucoup plus sélectif en termes vis-à-vis notamment des étudiants qui viennent et vis-à-vis des besoins de notre économie. Renversement civique,
Parce que l'intégration, pardon, c'est pas seulement, il y a la dimension, la gauche est très attachée à la dimension matérielle. Bien sûr, il faut des moyens. Aujourd'hui, pour signer un contrat d'intégration républicaine, c'est 600 heures de français. Auparavant, c'était 400 heures. Donc il y a une exigence, parce que la langue est intégratrice. Vous parlerez ce soir de Boualem Sansal, grand défenseur de la langue française. Bon, la langue, c'est quelque chose. On est une patrie littéraire, bon, comme disaient les uns et les autres. Donc, certes, il faut des moyens. Mais les moyens, on en met sur la table, mais ça ne suffit pas. Je pense que la dimension immatérielle, elle est prépondérante. Dimension immatérielle vis-à-vis des nouveaux venus. Le problème, c'est qu'on n'a pas vu, concentrant notamment dans l'ère arabo-musulmane, notre immigration, on n'a pas pris la mesure et l'écart, vous l'avez dit vous-même, je réutilise les mots, qui s'est creusé d'un point de vue culturel, avec le choc thermique, si j'ose dire, culturel, entre une société, la nôtre, qui se sécularise, et une immigration, au contraire, travaillée précisément par le fondamentalisme, l'islam radical. Ça, c'est du côté des nouveaux venus, avec, on le sent bien, une réticence à adopter. On est à Autun, marqué, monsieur le maire, par les vestiges gallo-romains. À Rome, fait comme les Romains. Bon, ben non, ça ne marche plus comme ça. Deuxième élément, ça marche des deux côtés, ça marche aussi côté France. Est-ce que nous croyons suffisamment en nous-mêmes pour nous poser comme un modèle, comme un exemple? Ah oui, si on veut que le nouveau venu adopte un certain nombre de nos comportements, de nos valeurs, etc., il faut croire en nous-mêmes. Il faut qu'on propose ce que nous sommes comme un exemple, comme un modèle. Mais là, souvent, on a développé une forme de haine de nous-mêmes. On a proposé, notamment aux jeunes générations, une forme de contre-modèle. Il faut que le visage de la France soit aimable. Et on l'a condamné, pour reprendre l'expression de Pierre Nora, on a pratiqué une vision lacrymale et pénitentielle de notre histoire. Souvenez-vous la phrase de Camus, même chose. Il est dangereux de demander à une seule nation de s'avouer seule coupable et de l'avouer à la pénitence éternelle. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, en disant à ces nouveaux venus, vous savez, vous êtes en France, mais on a vraiment un poids, une histoire terrible, etc., on ne leur a pas proposé un modèle, on leur a proposé un contre-modèle. Voilà. Merci. Une petite remarque, je crois qu'on a une immigration en effet qui est parmi les moins diplômés, les moins formés des pays de l'OCDE, mais je crois que nous ne sommes pas les derniers du classement. Je me permets simplement. Oui, des pays de l'OCDE. Monsieur le député, notre question très concrète, parce que vous êtes aussi un homme de terrain, sur les mesures, selon vous, que vous appelez de vos voeux. Alors, j'ai bien compris que c'est dans le cadre plutôt d'un modèle d'intégration que d'assimilation, hein, vous l'avez dit. La question sera similaire, Monsieur Retailleau, même si j'aimerais qu'on puisse vous entendre aussi sur la question assimilation ou intégration, c'est-à-dire ces mesures dans quel cadre. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, quel levier actionner, quels moyens, quelles mesures, là, si par exemple vous veniez à être nommé Premier ministre, quelles mesures vous prendriez? D'abord, c'est celle du discours des droits et des devoirs s'agissant des nouveaux arrivants. Moi, que les choses soient claires, hein, je ne suis pas un sans-frontiériste. Je suis de cette tradition de la gauche, d'une régulation des politiques d'immigration. C'est un élément de la souveraineté des pays que de décider les conditions d'accueil des personnes venant sur leur territoire. Donc s'agissant, parce que je pense qu'il faut distinguer les deux éléments. Il y a l'intégration des primo-arrivants. Et là, même si vous balayez en disant que ce n'est pas qu'une question de moyens, je ne parle pas que de moyens financiers, c'est y compris la manière dont nous décidons la répartition géographique sur le territoire national. Et moi, au risque de heurter certains de mes petits camarades, je pense que le pendant d'une politique d'immigration intelligente, c'est aussi une politique de peuplement sur le territoire national pour casser les ghettos qui, aujourd'hui, rendent impossible toutes les politiques précisément d'intégration à plus long terme. Donc c'est en effet d'introduire des éléments de conditionnalité dans la politique de l'immigration, dans l'accompagnement en termes de formation, dans l'accompagnement en termes de logement, dans l'accompagnement en termes, dans les éléments de l'emploi. Alors vous avez parlé d'immigration choisie, c'est un des termes
opère une ligne de clivage. Mais je vous l'ai dit, je suis un régulationniste. Et donc par définition, c'est déjà un choix qui est fait. Tout le monde n'a pas le droit de rentrer sur le territoire national. Donc d'une certaine manière, c'est une immigration choisie. Ce que vous évoquez, c'est la question de son choix qualitatif. Voilà. Moi, j'assume aujourd'hui de dire que, aux antipodes de la préférence nationale et de tous ceux qui veulent entretenir le mythe d'une immigration zéro, qui de toute façon n'est ni souhaitable ni envisageable, on pourrait parler des enjeux démographiques, mettre l'accent sur ce qui pourrait être une préférence travail, de lier les éléments de la politique d'immigration aux enjeux de travail s'agissant des primo-arrivants. Après, donc ça, je vous livre des propositions sur des principes qui sont, je l'assume en le disant ici, un peu disruptives avec le discours parfois angélique qui peut exister à gauche. Voilà. Qui pour partie s'explique, et je partage une partie de votre analyse, sur la transformation des clientèles, je n'aime pas ce terme, de la gauche, qui pourrait considérer que ce n'est plus l'unité du salariat et la question sociale qui est nodale, mais en effet de s'adresser à des catégories, aux minorités. C'est la fameuse note de Terra Nova de 2011, dont je vois à ma grande surprise, d'une certaine manière, qu'elle trouve ses prolongements les plus opérationnels dans le discours de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, alors qu'à l'époque, quand je militais à ses côtés au Parti Socialiste, il était le premier détracteur de cette note de Terra Nova. Enfin, il n'était plus au Parti Socialiste au moment de cette note, mais il y était tombé à bras raccourcis. Et en amont, à l'époque où il était l'universaliste républicain auprès duquel j'ai eu plaisir à travailler, mais sur ce sujet-là comme sur d'autres, il a changé largement son fusil d'épaule. Donc ça, c'est sur le sujet des primo-arrivants, et donc j'assume en tous les cas le bouger dans les expressions que je fais. Après, il y a cette difficulté qui est de parler de l'intégration à destination de personnes qui, 37 ou 40% des immigrés français sont français. Voilà. Et donc parler d'intégration, là, ne peut pas se faire sans, je réinsiste donc sur les deux points, et je veux les détailler une seconde, qui est la question de la lutte contre les discriminations. Je le dis sincèrement, et c'est peut-être un élément de clivage gauche-droite, si nous sommes attachés à la promesse républicaine, alors les discriminations à l'embauche à niveau de qualification équivalente, les discriminations dans l'accès au logement, et je ne parle pas des discriminations symboliques qui sont celles du refus d'un certain nombre de services. Je ne peux pas, devant le ministre de l'Intérieur, ne pas mentionner la question des contrôles d'identité. Voilà. Alors vous me répondrez que bah oui, mais il y a des raisons objectives qui justifient cette intensification des contrôles d'identité pour les personnes étrangères ou d'origine étrangère, mais aussi pour des personnes françaises d'origine étrangère qui vivent ça comme un dévoiement de la promesse républicaine. Nous n'avons pas, et je le dis, ça n'a pas été suffisamment le cas au moment où la gauche, pour la dernière fois, était aux responsabilités, mené de politique de lutte contre les discriminations. Le CV anonyme, le testing. Je vous raconte une anecdote. Il s'avère qu'il y a quelques années, j'ai travaillé sur ces questions de discrimination. C'était l'ancêtre de la haute autorité de lutte contre les discriminations qu'a créé Jacques Chirac. Et je vous livre juste cette anecdote. C'est un sous-préfet à la ville qui était très volontaire à Marseille dans le combat contre les discriminations et qui organisait avec des officiers de police judiciaire à l'entrée de boîtes de nuit qui étaient notoirement connues pour discriminer les Noirs et les Arabes à l'entrée de la boîte de nuit. Eh bien, il organisait avec des officiers de police judiciaire le testing d'une certaine manière, pour objectiver le moment de la discrimination. Et il avait cette phrase qui m'avait marqué, il me dit, vous savez, pour lutter contre les violences routières, les chauffards, on ne met pas des huissiers à l'entrée des feux rouges pour constater que quelqu'un a brûlé un feu rouge et on saisit la justice après. On met un gendarme. Voilà. Eh bien, si on considère que les discriminations abîment la promesse républicaine, alors il faut une politique volontariste de lutte contre les discriminations. Dans ce pays, ça passe souvent par des procès. Vous vous rendez compte qu'il faut 15 à 20 ans. L'année dernière, il y a eu pour la première fois la condamnation d'une agence d'intérim, d'une grande agence d'intérim. Il a fallu plus de 15 ans pour arriver au terme de ce processus, parce que la législation française prévoit des motifs de discrimination et des situations. Donc une politique publique volontariste de lutte contre les discriminations pour tout simplement s'adresser à toute une partie de cette jeunesse, notamment dont vous parlez de la désaffiliation, qui nous dit, moi je le vois, je joue le jeu. Je joue le jeu des études, je joue le jeu de l'intégration, etc. Et à la fin, c'est pas une majorité.
parce qu'il y a des grands succès d'intégration. Voilà. Donc une politique de lutte contre les discriminations. Et puis le deuxième volet, parce qu'on n'a pas mentionné le terme encore, enfin si vous l'avez fait en parlant d'islamisme, c'est la question de la laïcité. On doit avoir une politique publique volontariste de défense et de promotion de la laïcité. En rappelant ces fondamentaux, c'était un texte qui protège, c'est l'année du 120e anniversaire, qui protège celui qui croit et celui qui ne croit pas. Et je vous interpelle sur un sujet qui pour moi me paraît une faiblesse que nous traînons année après année, qui est de sanctionner les atteintes à la laïcité. Ce que nous ne faisons pas dans ce pays. Nous ne sanctionnons pas pour ce qu'elles sont les atteintes à la laïcité. Pour la simple raison, vous savez, le législateur de 1905, il a, dans sa clairvoyance et dans le compromis piloté par Aristide Briand, il a introduit l'article 31. L'article 31 de la loi de 1905, c'est l'article qui sanctionne celui qui oblige quelqu'un à une pratique religieuse comme celui qui empêche quelqu'un à une pratique religieuse. Il s'avère que dans la loi dite séparatisme, cet article a été toiletté pour redevenir opérationnel. Depuis, il n'y a pas eu... Je me suis adressé à tous les gardes des Sceaux successifs depuis. Voilà. Il n'y a pas eu une circulaire de politique pénale, il n'y a pas eu une circulaire ou un programme de formation à destination des policiers pour leur dire, très concrètement, pour illustrer le propos, quelqu'un qui dit à une jeune fille, toi tu es une koufar, tu dois mettre le voile, c'est une atteinte à la laïcité. Et de la même manière, quelqu'un qui dit à une jeune fille, toi tu es en France et tu dois enlever le voile, c'est une atteinte à la laïcité. Alors je dis devant quelqu'un qui a dit vive le sport et abat le voile, et je vous le dis avec tout le respect que vive le sport, abat le voile, avec tout le respect que je vous dois, un ministre de l'Intérieur, également ministre des cultes, ne devrait pas dire ça, monsieur le ministre. Parce que c'est la loi. Le voile, il est autorisé. Et Alors dans le sport, c'est assez particulier. Hein. Oui, mais on aura l'occasion de revenir demain avec Médéric Chaputto. Quand le ministre de l'Intérieur a cette formulation, elle participe de ce qui est une forme de stigmatisation qui dévoie d'une certaine manière la laïcité et qui empêche l'adhésion à ce principe essentiel de concorde. Donc moi je défends la création d'un défenseur de la laïcité. Je déposerai dans quelques jours une proposition de loi constitutionnelle pour créer à l'intérieur de la Constitution un défenseur de la laïcité en lieu et place de ce qu'avait été l'Observatoire de la laïcité que vous avez supprimé. J'en profite pour vous dire, pardon, je n'ai pas souvent l'occasion de discuter, vous êtes, comme ministre de l'Intérieur, responsable du comité interministériel de la laïcité, monsieur le ministre. Il a été créé en 2021. Il s'est réuni 2 fois en 2020. L'absence de politique publique de la laïcité, il est là. En 2021, il y a la loi séparatisme. Jean Castex dit on va créer un comité interministériel de la laïcité. J'applaudis à l'époque sur ça, parce que ça dit on va avoir une politique diversifiée dans tous les ministères. Là où elle a été le plus avancée, c'est à l'éducation nationale, dans la formation des enseignants. Mais 2022, 2023, 2024, 2025, ce comité interministériel de la laïcité ne s'est plus réuni. Alors je ne suis pas un fan des comités, mais ça dit en gros qu'il y a une politique publique qui est portée, qui est défendue, et qui permet de re-rendre désirable un principe qui ne l'est plus devenu et qui a pu effrayer dans son instrumentalisation d'un côté, pour stigmatiser nos compatriotes de confession musulmane, ou dans son relativisme pour d'autres, qui y voient là désormais le bras armé d'un discours problématique. Merci. Alors j'en profite pour préciser à ceux qui seraient intéressés par la question, par exemple, du contrôle aux faciès des forces de l'ordre. Je les renvoie à une étude d'universitaire, je crois, de Bordeaux. Si je me trompe, vraiment, toutes mes excuses, qu'on ne peut pas spécialement classer à droite. Hein. Ça s'appelle le faciès du contrôle et qui revient sur les indicateurs, justement, les plus pertinents, les plus forts en matière de contrôle. Le premier étant, en fait, le sexe. C'est-à-dire que les hommes sont plus contrôlés que les femmes. Le second, la tenue. Et le troisième, la couleur de peau. Autrement dit, une femme noire en tailleur sera moins contrôlée qu'un homme blanc à casquette. Exactement. Étude très intéressante, qui a quelques années, mais je pense qui est loin d'être périmée. Monsieur le ministre, à la fois sur la question que je vous posais, sur ce qui a été dit. Je vais répondre à Jérôme Gage sur des points d'accord, sur des points de désaccord. Point d'accord, le travail. Je pense que le travail est un vecteur très puissant pour l'intégration. C'est la raison pour laquelle, alors que cette circulaire a été très contestée,
j'ai demandé au préfet d'être beaucoup plus ferme sur la régularisation, y compris pour le travail des étrangers en situation irrégulière, pour qu'on puisse d'abord s'occuper des étrangers qui ne sont pas en situation irrégulière, qui sont de l'ordre de 410 ou 420 000 aujourd'hui, pour que ceux et celles qui ont attendu dans leur pays un visa, etc., qui ont joué le jeu de nos lois, aient un avantage par rapport à celles et ceux qui sont venus en situation irrégulière. Ça, c'est quelque chose de capital, y compris d'ailleurs en essayant, et ils ont des budgets dans les préfectures pour cela, pour les qualifier. Je pense par ailleurs qu'on en discutait tout à l'heure sur la justice, sur le plan d'économie qu'il va falloir faire. Moi, je pense qu'on devrait imposer à des nouveaux arrivants, avant de toucher des aides non contributives, un délai de carence. Et je pense qu'il pourrait y avoir comme critère de discrimination le travail, entre celui qui travaille, qui va cotiser, et celui qui ne va pas cotiser, parce que aujourd'hui, et notamment en France, c'est une profonde injustice. Voilà, on voit bien, pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure, que des étrangers, parce qu'on fait le mauvais choix, notamment d'origine géographique, etc., parce qu'on n'est pas capable suffisamment d'avoir cette émigration choisie, ils pèsent sur notre système social. Pourquoi est-ce que des gens de gauche, des sociodémocrates danois, ont la politique la plus ferme de toute l'Europe? Je connais bien mon homologue ministre de l'Intérieur, en plus c'est les Danois qui président l'Union européenne, le Conseil actuellement. C'est tout simplement parce que ce sont des sociodémocrates et qu'ils ont fait le constat qu'ils ne peuvent pas garder un très haut niveau de standard social et percer leurs frontières de toutes parts. Ça, Mais le travail, moi, je suis parfaitement d'accord. Discrimination, je suis moins d'accord. Il peut y avoir, bien sûr, et c'est exactement lorsqu'on pose la question intégration en panne. Il y a des très beaux parcours, très très beaux parcours d'intégration. Mon secrétaire général Othman Nasrou à LR, il y a quelques années, il était au Maroc, il vient, il fait HEC. Il y a des parcours extraordinaires, franchement. Bon. C'est pareil pour la France. N'est pas un pays raciste. Et la discrimination en France existe et il faut la combattre. Et là, vous avez raison. En revanche, ce que j'observe sur l'accès au logement, quand on a toutes les études, on en a désormais plusieurs, quand on voit la proportion, par exemple, d'Algériens ou d'étrangers à occuper des logements sociaux, c'est incroyable. La France est le pays d'Europe, alors là de très loin, Didier Lesky vous le confirmera, je pars sous son contrôle, en termes à la fois d'aide médicale d'État pour les clandestins, en termes qui est une sorte de sécurité sociale pour les clandestins, en termes de titres étrangers pour soins, à tel point qu'on avait, un peu moins maintenant, mais toujours, des Australiens, des Américains qui venaient se faire soigner gratuitement en France. Voilà, on en est là. Et c'est ça qui exaspère les Français. Sur le voile, je suis fier que ce soit ma famille politique qui ait fait adopter contre la gauche en 2004, contre la gauche, la loi, le voile à l'école, contre la gauche, la burqa, enfin en tout cas le voilement intégral, etc. En 2010, je sais que Jérôme Guedj... On a voté la gauche, la loi de 2004. Hein. Vous l'aviez voté, vous l'avez longuement combattu, vous avez fini par la voter. Mais c'est ma famille politique qui l'a porté, et ça c'est important. Le voile est pour moi un signe de soumission, pas un signe de liberté. Lorsque j'ai présenté, et lorsque j'ai dit cette phrase, « Vive le sport, à bas le voile », j'ai simplement, le contexte de la phrase, c'est que j'avais développé ce pourquoi il n'était pas concevable pour moi d'accepter dans des compétitions sportives fédérales le voilement. C'est l'article 50, notamment de la Charte olympique, qui proscrit tout signe ostentatoire. Donc c'est vrai, ça peut paraître raide, et dit à une tribune, effectivement, avec une phrase qui tombe, peut-être un peu brutalement, mais il y avait une explication après, et je la refais, cette explication, je n'enlève rien de cette phrase. Voilà. Je termine simplement sur la question de l'assimilation et de l'intégration. J'ai, il y a quelques mois, fait une directive, j'ai pris, une circulaire au préfet sur la naturalisation, pour le rappeler que l'article, vous l'avez indiqué, 21-24, dit mot à mot que voilà, nul ne peut justifier de la naturalisation si il ne justifie pas justement de l'assimilation à la communauté française. Et ça, c'est un problème. Je pense qu'on a renoncé à cette assimilation, notamment pour la naturalisation. La naturalisation, c'est vraiment d'entrer dans la pleine citoyenneté, y compris avec le droit de vote. Donc c'est normal qu'on soit plus exigeant. Plus personne ne parlait de l'assimilation.
Et l'assimilation pour moi, on ne peut pas la demander aujourd'hui à tout le monde, je le sais, mais l'assimilation pour moi, que je me fasse bien comprendre. Parce que ça peut paraître comme une contrainte, ce qui est une contrainte. Comme on subit à l'époque les Vendéens, les Bretons, etc., dans les écoles primaires, etc., de la part des hussières noirs de la République, mais qui ont forgé la République et auxquels je veux rendre hommage aujourd'hui. Simplement, ce que je dis, c'est que pour moi, l'assimilation, c'est la République. C'est la conception républicaine de la nation qui n'est pas une nation ethnique, mais une nation civique. Pour moi, l'assimilation, c'est le droit à la ressemblance, à être complètement semblable. Alors que le problème, c'est qu'on a souvent trop proclamé le droit à la différence, qu'on en a fait une sorte de différentialisme, et qu'à partir de là, certains se sont autorisés à se fonder sur cette différence pour réclamer des droits différents de la règle commune. C'est ça que je veux dire. Donc, je ne me trompe pas, je sais à l'heure à laquelle nous vivons aujourd'hui, tout cela est compliqué. Mais j'ai redit au préfet, voilà, vous voulez naturaliser, n'oubliez pas le code civil, la naturalisation, ça doit être exigeant, vérifier le respect de la loi, pas de naturalisation quand on a enfreint la loi, vérifier aussi le niveau de connaissance civique, il y aura à partir du 1er janvier un examen civique, vérifier, et on va augmenter bien entendu la maîtrise de la langue, et vérifier aussi si la personne est capable de contribuer là aussi à la création de richesse, à son propre, comment dirais-je, niveau de vie, plutôt que d'être raccroché aux aides sociales. Ça, c'est très important. Bien sûr qu'il y a l'intégration, mais je suis un des derniers, je pense, y compris peut-être dans ma famille politique, à parler d'assimilation. Je voulais m'en expliquer. Je pense que l'assimilation, c'est le droit à la ressemblance, c'est l'universalisme républicain. Certes, ce sont des contraintes, mais c'est aussi l'idée qu'on n'ouvre pas seulement des droits, on ouvre nos bras. Voilà, républicain. Merci. Avant de poursuivre le débat, j'aimerais appeler à la tribune deux jeunes élus qui sont membres de l'Association des jeunes élus de France. Alors, Madame Acha, conseillère municipale sans étiquette à Kingersheim, pardon si j'écorche le nom, ville de 13 000 habitants en Alsace, dans le Haut-Rhin, une ancienne horizon mais qui n'y est plus. Bonjour madame, mademoiselle. Et monsieur Rossi, adjoint au maire LR à Auribeau-sur-Siagne, commune de 3500 habitants, entre Grasse et Cannes, et qui est président de cette association. C'est une association transpartisane et vous avez chacun une question à poser. Alors le temps commence à se faire compter parce que monsieur le ministre nous l'a dit, il doit partir un petit peu plus tôt pour rejoindre, je crois, le MEDEF. Je vais donc vous laisser la parole et vous proposer de poser vos questions. Si vous avez un problème avec le micro, n'hésitez pas. Bonjour à tous, monsieur le ministre, monsieur le député, je suis ravie d'être ici. Pour rebondir aux propos que vous avez tenus tous les deux, moi j'aurais une question assez généraliste à vous poser, c'est finalement, qu'est-ce qu'être français ? Qu'est-ce qu'être français en 2025 ? Fort de l'immigration qu'on a connue, notamment dans les années 60-70, où l'immigration et l'intégration se faisaient au travers notamment du travail et de l'école, quelles exigences doit-on imposer ou demander en tout cas à une personne qui souhaite intégrer notre territoire. Ça pose aussi la question, vous l'avez évoqué, le modèle social, ça pose la question éventuellement de peut-être mettre en place un contrat social au moment de l'intégration de l'individu. Et donc dans ce contrat social, si on part du postulat que ce serait une des solutions, qu'est-ce qu'on exigerait là-dedans ? Et c'est aussi potentiellement peut-être approfondir la question de doit-on, dans ces exigences-là, renoncer à notre pays d'origine pour pouvoir épouser pleinement les valeurs de la République. Question intéressante. Qu'est-ce qu'être français ? La réponse sera lapidaire et forcément un peu schématique. Être français, pour moi, c'est une affection. Être français, c'est une ambition. Être français, c'est aussi de la compassion. Être français, c'est une affection. On n'est pas français pleinement par le sol, par le sang, si on n'est pas complètement français par le cœur, si on n'aime pas la France. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Je suis en train de lire, je termine sur ma table de chevet, quand je me réveille la nuit, Marc Bloch. Et Marc Bloch, vous le savez, être français,
c'est vibrer aussi bien au récit du sacre de Reims que de la fête de la Fédération. Pour moi, c'est important, c'est pour ça que je ne supporte pas cette approche uniquement lacrymale et pénitentielle de notre histoire, de ce que nous sommes. Et donc, une affection. On est français par le cœur aussi. On est français par l'ambition, parce que l'on veut porter, on a un héritage, mais il y a un destin à construire, et chaque génération doit apporter sa pierre. Chaque génération. Et enfin, on est français par compassion parce qu'on est le pays aussi bien de la République sociale et de Saint-Vincent de Paul, où des racines à la fois laïques, des racines judéo-chrétiennes se sont entremêlées pour composer, pour tisser ce que j'appelle la trame de la générosité française. Et quand on est profondément français, aucune souffrance française ne doit nous être étrangère. Je pense que la sécurité sociale, c'est notre modèle, c'est justement, ça participe de notre identité, et c'est la raison pour laquelle je crois que, en tout cas pour ce qui me concerne moi, la réponse qu'on doit faire au redressement public des comptes de la France, c'est aussi le fait de pouvoir prolonger ce patrimoine qui nous a constitués. Je vais être lapidaire. Pour moi, être français, c'est être républicain. C'est-à-dire adhérer à ce projet politique qui n'est pas neutre, qui est l'héritier des Lumières, mais qui ne tourne pas le dos à l'histoire multiséculaire de la France. Mais c'est un projet qui est celui de l'émancipation individuelle et collective, fondé sur la raison, sur la science, sur le progrès, attaché à ce principe d'égalité, mais soucieux de la liberté. Et c'est la République fraternelle que vous avez mentionnée. C'est un projet politique que d'être français en étant républicain. Vous venez de mentionner la sécurité sociale, monsieur le ministre. Elle est dans l'ADN républicain de notre pays. C'est pour ça que je m'autorise à vous dire, quand vous cédez aux sirènes, comme vous avez fait à l'instant, en gros, la préférence nationale pour le bénéfice des prestations sociales, c'était la proposition qui a été censurée par un conseil constitutionnel dans la loi immigration que vous avez soutenue. Je le dis, vous tournez le dos, y compris aux évolutions qu'on peut avoir lieu. Vous savez, c'est Jacques Chirac qui, en 1975, fait passer le bénéfice des allocations familiales de la condition de travailler à la condition de résider sur le territoire. Pourquoi ? Parce que ce sont des prestations de solidarité. Et donc, si vous dites à des étrangers en situation régulière qu'il va y avoir un délai de carence parce que vous ne financez pas, c'est pas vrai. Si vous résidez sur le territoire, vous consommez et via la TVA, vous financez la sécurité sociale et donc les systèmes d'allocation familiale. Donc, vraiment, ne touchez pas au principe d'universalisme. Je suis un universaliste républicain comme vous. Et dans l'universalisme républicain, il y a le principe de l'universalité de la sécurité sociale. Et qui est le principe qui est que chacun reçoit en fonction de ses besoins et cotise selon ses moyens. Et on cotise en étant résident sur les territoires. Mais pour répondre à la question de Julia, c'est la République jusqu'au bout des ongles. Et parce que je suis attaché à la République jusqu'au bout des ongles, je ne peux pas supporter ne serait-ce qu'une seule discrimination sur le territoire républicain. Et donc, monsieur le ministre, je vous le dis, on ne peut pas balayer du revers de la main l'existence de discrimination. Je ne parle pas de racisme d'État, je ne parle pas de racisme systémique, je parle de discrimination directe ou indirecte qui abîme la promesse républicaine et qui, en assignant à résidence sociale, culturelle ou identitaire une partie de ceux qui sont devenus français mais qui ne trouvent pas le rendez-vous de la promesse républicaine, alors s'éloigne de celle-ci. Vous voyez, parce que je pense que ce sera une des dernières prises de parole, je pense que ça peut être un des sujets de consensus républicain. Précisément d'ailleurs de ne pas faire de ce sujet-là un sujet de clivage. Vous voyez, moi j'étais capable de rompre avec les dérives d'une partie de la gauche et j'abjure les républicains sincères de droite de ne pas céder aux sirènes de l'essentialisation que l'extrême droite, elle aussi, veut instiller dans le débat démocratique. Monsieur Gage, s'il faut être républicain pour être français, qu'est-ce qu'on fait de tous les monarchistes ? Il y en a encore quelques-uns en France. Hein. Eh ben, je ne désespère pas de les convaincre. Juste pour répondre, et puis à la différence avec Jean Gage, et puis aussi à votre question, est-ce qu'on peut avoir des particularités, mais en même temps une citoyenneté ? En fait, c'était pour résumer votre question. Le Conseil constitutionnel a censuré au titre d'un argument de forme, cavalier législatif. De ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on pourrait différencier entre celui qui travaille et celui qui ne
travaille pas, parce que demain, notre système ne tiendra pas, et je pense que démocratiquement, ça ne tiendra pas si on découple définitivement la cotisation du bénéfice c'est l'objet même d'ailleurs. Et le Français qui travaille alors? Le Français qui travaille? Oui, mais parce qu'il... Pardon, le Français qui ne travaille pas. Mais parce qu'il a cotisé ou qu'il a travaillé, etc. Mais je pense que si on n'a pas de ligne, cette ligne-là, elle sera absolument fondamentale et nos compatriotes ne la comprendront pas. Je pense Un que beau clivage gauche-droite, monsieur le ministre. Ça sera un clivage gauche-droite, mais que j'assume totalement par le travail. Et parce que aussi, je pense, mais moi je l'accepte, parce que je suis républicain. Être républicain, c'est concevoir la nation, la République, un corps politique. Donc un en dehors et un en dedans. Je pense qu'il est totalement normal qu'un étranger n'ait pas les mêmes droits qu'un national. C'est ce qui fonde la citoyenneté. J'en viens justement à votre question. Peut-on, dans la République, avoir, comment dirais-je, cette différence et en même temps cette ressemblance citoyenne? La citoyenneté, c'est la ressemblance de tous. Quand on est dans le champ public, certes théorique, de nos droits, de nos devoirs, alors c'est la ressemblance. En réalité, ce que demande la République, c'est que dans ce champ-là, chacun se conforme à la règle et que nul n'échappe à la règle en fonction de sa croyance, de la couleur de sa peau ou de sa religion, bien sûr, de ses origines non plus, mais qu'en revanche, ce que demande la République, c'est qu'elle conçoit parfaitement que dans la sphère privée et dans les autres sphères, on puisse avoir et entretenir des particularités. Moi, je suis profondément vendéen. Voilà, j'ai aussi mes propres convictions et j'y tiens. Vous savez que je ne suis pas un homme à mettre mon mouchoir sur mes convictions. Ça fait, et je crois que depuis des dizaines d'années, je l'ai montré. J'ai été très, très cohérent. C'est ça la République. C'est à la fois cette nécessité. Les particularités sont repoussées, si j'ose dire. Pardon, c'est une particularité qui peut aussi être contraignante, mais ces particularités vivent dans cet espace-là, mais dans l'espace public, alors on est tous égaux en droit et en devoir, et à ce moment-là, on a vraiment l'obligation de respecter la règle commune. Voilà. Merci à tous les deux. Monsieur Roussy, je crois que vous aviez également une question. Oui, tout à fait. Monsieur le ministre, monsieur le député, effectivement, nous, sur le terrain aujourd'hui, on constate quand même une crise aussi du civisme, une crise du respect d'autrui. Et cette situation mène à ce que l'État, l'école, les collectivités se substituent parfois en réalité à l'éducation parentale. On l'a encore vu cet été dans certaines villes, je pense à Nîmes par exemple, avec la mise en place de couvre-feu pour mineurs dès 21h. Donc ma question, elle est assez simple finalement. Quel dispositif, quelle réponse apporter à parfois cette absence d'encadrement et d'éducation parentale? On voit de nombreux jeunes qui sont parfois sans repère, livrés à eux-mêmes, et j'en profite pour évidemment placer le sujet brûlant des allocations sociales et familiales, où on a vu par exemple dans le département des Alpes-Maritimes, où on a tendance à couper ces allocations. La droite souvent propose cette mesure de suppression de l'allocation pour les parents d'un enfant primo-condamné. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce une bonne solution ou une fausse solution? D'abord, comme républicain, je suis attaché à l'ordre républicain. Donc, vous ne me retrouverez pas dans un discours jugé laxiste ou conciliant avec toute... Il n'y a aucune circonstance atténuante à celui qui transgresse justement cet ordre républicain. Mais une fois que j'ai dit ça, se pose la question parce que nous sommes un individu dans un corps social. Voilà. Et toutes les politiques publiques dont nous parlons, ça vrai de la santé ou sur d'autres, il y a des comportements individuels, mais il y a aussi le cadre collectif qui est proposé. Il y a des difficultés parentales, il y a des difficultés d'accompagnement à la parentalité. Les familles monoparentales sont confrontées, les mamans solo, à des difficultés gigantesques qui peuvent parfois s'amplifier du fait du décalage culturel pour notamment des primo-arrivants. Et c'est là que c'est un des éléments de la politique d'intégration. Moi, quand je vois sur des territoires les politiques d'aide à la parentalité qui sont les premières victimes des coupes budgétaires que doivent faire des collectivités locales. J'ai été président de département et c'était des responsabilités dont nous avions l'exercice. Et donc, assumer que c'est une dépense d'investissement. Alors, ce n'est pas exonérer les familles de dire, bah oui, il y a de l'aide à la parentalité, du soutien à ces familles. C'est pour ça que, pour répondre très clairement à votre question, et je sais que ce sera un élément de clivage, je suis évidemment dubitatif et plus clairement hostile à cette idée de la
responsabilité collective. Je trouve que c'est simpliste de promettre ou d'espérer que couper les allocations familiales à des familles dans lesquelles il y a des comportements problématiques va permettre de responsabiliser les parents qui parfois sont tellement démunis que ça ne va que les amplifier dans la difficulté. Donc, plutôt que cette sanction-là ou cette répression, moi, comme toujours sur toutes les politiques publiques, je travaille beaucoup moi, sur les questions de santé, plutôt que la réparation ou la sanction, c'est la prévention. Et les éléments, et là on retombe sur des politiques de droit commun, de services publics, d'accompagnement sur l'ensemble de ces populations. Et sur l'ensemble de ces populations, dans le cadre global, parce que ce que vous décrivez, ce n'est pas un problème propre aux personnes étrangères ou d'origine étrangère. Voilà. Donc, le droit commun républicain égalitaire est le meilleur rempart à ces comportements, mais avec un principe qui est de ne pas transiger sur la question de l'ordre républicain. Moi, je suis attaché à la police, à la gendarmerie, à l'autorité, parce que c'est la condition de la concorde nationale. Je suis attaché à des services publics qui sont justement capables de traiter les uns les autres avec égalité. Comme là, pour le coup, je suis sûr que c'est ma dernière prise de parole, je vous dis un petit message, monsieur le ministre, pour le mettre dans votre besace, sur l'intégration des personnes étrangères vivant régulièrement sur notre sol. Moi, depuis plusieurs mois, dans ma permanence de parlementaire, je suis harcelé par des étrangers en situation régulière qui sont replongés dans une précarité administrative et juridique au moment du renouvellement de leur titre de séjour. Le service public de l'accueil des étrangers et de la délivrance des titres des étrangers ne peut pas à ce point être embolisé et pâtir de la faiblesse des moyens. On a des situations dramatiques de gens qui sont là depuis des années, qui renouvellent leur titre de 10 ans, qui n'arrivent pas dans les temps, qui perdent leur emploi, qui parfois ce sont des contractuels de l'éducation nationale. Et donc là, on envoie un signal désastreux en disant vous êtes étranger en situation régulière, vous avez respecté toutes les lois, et à un moment donné, on vous replonge dans la précarité de l'arrivée sur le territoire national. Franchement, s'il y a un signal tangible que vous pouvez donner, c'est de se dire c'est plus possible qu'il y ait des gens qui ne puissent pas avoir les titres de séjour dans les délais prévus par la loi. Bien sûr. Jérôme, pour répondre à cette interpellation, j'en suis totalement conscient. Alors, ce qui veut dire qu'il y a la question du nombre. Il faut vraiment qu'on parvienne à baisser, évidemment, d'abord l'immigration irrégulière parce qu'on embolise beaucoup les choses. La preuve, d'ailleurs, c'est que sur les emplois que j'ai eus pour l'administration territoriale de l'État pour 2025, je les ai fléchés dans les préfectures et notamment sur les services immigration parce que je suis conscient de cette vraiment, on est embolisé et les agents de l'État font un travail extraordinaire. Je me suis rendu dans plusieurs services. Il faut voir un petit peu l'épaisseur des dossiers. Il ne faut pas leur en vouloir, mais on essaie de renforcer effectivement dans des conditions budgétaires difficiles les services. Deuxième élément pour répondre à la question. Bien sûr que ce n'est pas uniquement la question des enfants d'étrangers ou de familles étrangères. Évidemment, ça c'est totalement exact. Je vais faire sursauter peut-être Jérôme et d'autres dans la salle. Moi, je pense, on me demande des réponses sécuritaires, des réponses judiciaires. Moi, je dis qu'il faudra une réponse, bien sûr, de court terme, mais aussi de long terme. Et je pense que les vieilles idées 68 armes, pardon, à force de vouloir déconstruire les hiérarchies, la discipline, le respect, etc., eh bien, on a fabriqué, il y a eu cet engendrement d'une fabrique de barbares, j'ai dit, avec des mots sans doute dur, mais qui voulait frapper l'imagination. Et c'est ça qui est le cœur du système. Par contre, en revanche, moi, je vois bien, je parle souvent avec le docteur Maurice Berger, qui est pendant 40 ans grand pédopsychiatre, qui était, lui, vraiment au contact des adolescents les plus durs, les plus violents, etc. Il me dit, mais il y a... Pour ces jeunes-là, quand la famille commence à être touchée au porte-monnaie, c'est quelque chose qui importe. Donc je pense, on a un article dans le Code pénal, qui est l'article 227-17. Lorsqu'il y a une défaillance caractérisée de la famille, je ne vois pas pourquoi cette famille toucherait des aides sociales pour des enfants qui, de toute façon, j'ai des fiches de police, moi, pratiquement tous les jours. Il y a des gamins de 12 ans, de 10 ans, de 11 ans qui traînent dans la rue à minuit, à 1h du matin. Mais qu'est-ce qu'ils font dans la rue ? Il faut responsabiliser les familles, bien sûr, bien sûr. Première chose, et puis on a un énorme problème pour la justice des mineurs. Il faut se le dire quand même. Énorme problème qui fait qu'en France, en réalité, on enferme les jeunes. Là aussi, je pourrais vous donner des centaines d'exemples.
dans des parcours de délinquance. Parce qu'on ne veut pas leur infliger de sanctions. Alors ils commencent par voler, ils montent en gamme, jusqu'au jour où il y a un crime, où il y a du sang. Et quand je regarde le nombre, je demande toujours le nombre d'antécédents et la réponse judiciaire qu'il y a eu à chaque étape. Il y a 20, en général, il y a au moins 30 antécédents judiciaires à l'âge de 16 ans, de 17 ans. Voilà, et je pense que quand la sanction tombe, c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'il y a un blessé grave, un meurtre, un mort, et c'est trop tard pour le jeune parce qu'il est engoncé dans son parcours de violence. Et moi, je suis favorable à faire en sorte qu'on puisse appliquer des courtes peines de prison d'1 semaine, de 2 semaines, pour des gens qui n'ont plus du tout d'empathie, pour les isoler dans des prisons qui seront adaptées, qui coûteront d'ailleurs beaucoup moins cher. Mais il y a toutes ces catégories. Il faut de la prévention, il faut de la responsabilisation des familles, et il faut aussi une réponse judiciaire pour les mineurs, parce que très franchement, j'ai les chiffres là aussi, les mineurs de 18 à 16 ans, et de 16 ans à 13 ans, vous n'imaginez pas en quelques années le bond que les statistiques ont fait en matière d'actes criminogènes. Voilà. Merci. Et pardon, je vais partir. Je voudrais quand même remercier Jérôme. Il a dit non, moi je ne participe pas la haine anti-flic, le désordre anti-républicain. Au moment où je vois M. Mélenchon déclarer qu'il voudrait enfermer en prison tous nos préfets de la République, au moment où je vois des députés, des insoumis dire que la police tue partout, bravo à celles et ceux qui, à gauche, résistent à cette grave dérive anti-républicaine. Merci beaucoup. Monsieur Rossi, merci. Madame Achat, merci de vos précieuses questions. Et je voudrais vraiment vous remercier tous les deux, monsieur le ministre, monsieur le député, parce qu'il est rare aujourd'hui, et donc c'est d'autant plus précieux, d'avoir un débat civilisé, avec certes beaucoup de divergences, mais dans un esprit plus que courtois, presque amical. Presque amical, j'ai dit presque. Merci à vous. Là, vous allez définitivement le compromettre. Hein. Moi, j'étais hier au MEDEF, mais fort heureusement, je pars tout à l'heure à Blois pour l'université du PS. Vous voyez, donc j'équilibre. Merci à tout le monde.